À nos côtés, le professeur Richard Delorme. Bonsoir Richard. Bonsoir. Bienvenue dans CLIC. Vous êtes chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré à Paris et coordinateur du centre d'excellence pour les troubles du neurodéveloppement. Tout à fait. Et on en parlait juste avant avec Jeanne Balibar qui est à vos côtés. On n'a pas trop parlé des enfants pendant cette crise. On a montré les initiatives qui étaient prises pour eux, les cours à la maison. Moi, j'ai essayé de regarder un petit peu à la télé les cours à la maison. Franchement, c'était relou. Mais personne ne se demande dans quel état psychologique ils vont se retrouver là à partir de lundi. Tout à fait, mais ça fait déjà un petit moment qu'ils ne sont pas super en forme. En réalité, ils ont subi ce confinement un peu comme nous, on a pu le subir, mais peut-être de manière un peu plus violente, parce qu'en fait, on les a accusés au début d'être le vecteur essentiel de la maladie. Et donc, ils se sont retrouvés dans une position hyper difficile. D'un seul coup, ils ont été obligés de rester à la maison, sans voir leurs grands-parents. Les grands-parents, c'est drôlement important dans la vie, en particulier en France. Dans certains milieux, les grands-parents sont très présents. On leur a dit, mais non, tu ne peux plus aller les voir. Et donc, en fait, d'un seul coup, ils se sont retrouvés à la maison. Alors, comme tous, au début, on a dit, bon, c'est super, c'est un peu les vacances. Et puis, très, très vite, en fait, le rythme a changé. On a eu du mal à s'y repérer. Il y avait les devoirs, il y avait le télétravail des parents. On avait du mal à communiquer avec ses copains via les applications. Est-ce que les enfants arrivent à exprimer leur malaise du confinement ? Oui. En fait, il faut les interroger pour ça, parce qu'effectivement, parfois, c'est un peu difficile de les repérer. Mais ils sont plus colériques ou au contraire, ils sont plus collants. Et lorsqu'on les interroge, alors on les a interrogés en Chine assez précisément, on les a interrogés en Angleterre, et ils ont des préoccupations qui sont assez surprenantes. Presque 20% d'entre eux ont peur que les parents n'aient plus assez d'argent pour vivre à la fin du mois. Et donc, parce qu'eux aussi, ils vivent le décès de leurs grands-parents, ils vivent la maladie de leurs parents, ils vivent aussi les précarités, les parents au chômage partiel. Donc, c'est pas simplement des gens qui sont passifs et qui vont subir les décisions, soit les décisions politiques, soit les décisions parentales, de manière passive. Ils ont aussi leur propre manière de filtrer l'information. Pourquoi est-ce qu'on entend très très peu la vie des enfants ? Je crois que c'est aussi une manière, c'est probablement un choix de société. Alors d'aujourd'hui, on s'est inquiété d'abord des gens qui étaient malades de prime abord, c'est-à-dire plutôt les personnes âgées en réalité. Et on s'est peu intéressé à la question de l'enfance. Je veux dire, on s'est intéressé quand ils étaient au début, parce qu'on a dit, mais c'est eux qui nous transmettent la maladie. Puis après, ils ont été globalement pas très malades, si j'en juge ce qui se passe dans mon hôpital. Donc on les a un peu oubliés, puis on les a même oubliés quand on allait faire du jogging, on les a oubliés derrière l'écran. Et puis là, d'un seul coup, c'est vrai que moi, on m'appelle, enfin, alors il y a mes patients, mais c'est aussi tous les enfants, même ceux qui sont à la campagne, les parents disent, mais ils pleurent, ils sont irritables, ils ne se lèvent plus, ils grignotent, ou alors ils ne mangent plus. Donc voilà, il y a une vraie, à mon sens, il y a une vraie inquiétude. Jeanne Balibar, vous avez des enfants ? Oui, mais ils ont 20 et 22 ans. Oh, ça va, Ouais. ils vivent bien le confinement. Ils ont l'air... Enfin, nous, on remarque avec mes copines qui ont des enfants du même âge que ceux dans la tranche 20-23, là, ils sont dans une espèce de déni, en fait. Parce qu'ils ne se sentent pas... Touchés. Ils se sentent ni vecteurs, ni touchés, quoi. Et on a l'impression qu'ils se sont mis dans une bulle, mais ils ont peut-être raison de faire ça en attendant de voir, quoi. Ouais. Non, les ados, alors c'est vrai que les études, elles montrent ça aussi, c'est qu'ils ont l'impression comme ça de prime abord d'aller plutôt bien. Et quand on les interroge, vraiment eux, dans 50% des cas, ils disent qu'ils sont quand même super anxieux. Ils ont aussi peur d'être malades. Ils ont aussi peur de transmettre la maladie encore. Donc vraiment, certains même ont peur d'avoir de ne pas réussir à l'école. Donc il y a vraiment une préoccupation qui est quand même vraiment là chez tous les enfants. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'est aussi très dur de leur cacher la vérité. Les enfants voient tout. Tout à fait. Quand il y a quelques jours, on disait, bah voilà, peut-être que le Covid va se déplacer chez les enfants, qui peuvent aussi en être porteurs. Ouais. Est-ce que ça peut créer une crise de paranoïa chez les enfants, comme ça l'a été chez les adultes ? Alors Donc, pas de est-ce que ça peut paranoïa, créer mais une c'est vrai psychose ? que je crois que de mon regard de pédopsychiatre, ce qui leur manque, c'est les perspectives positives. Subir la maladie est une chose, subir l'isolement est une chose, mais quelles sont nos perspectives ? Et c'est pour ça que c'est un peu mon message, c'est en tant qu'adulte, en tant que personnalité politique ou en tant que pédopsychiatre, mais qu'est-ce que peut penser l'enfant dans la décision que je suis en train de prendre ? Et donc effectivement, il y a les enjeux sanitaires, donc cette question du Kawasaki, mais il y a aussi toutes les violences que les enfants peuvent subir. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est les symptômes dépressifs. Il y en a un tiers des enfants qui ont des symptômes dépressifs. Comment ça se manifeste chez un enfant ? Ça peut être un enfant qui peut être irritable, qui va devenir caractériel, encore une fois, qui ne veut plus faire les choses du quotidien. C'est un enfant on est les spécialistes de notre enfant, mais c'est un enfant qui est plus comme avant. On ne se reconnaît plus. Alors nous aussi, on a changé. On a tous changé, on n'est plus pareil, mais
il n'y a pas de raison que l'enfant non plus n'ait pas changé. Et donc, Quand on était petit, moi j'étais très heureux quand il n'y avait pas école. tout à fait. Est-ce qu'une société où les enfants ont envie de retourner à l'école, est-ce une société qui fonctionne mal? Non, je crois qu'ils ont envie d'avoir des perspectives. L'école, c'est une perspective. Parce qu'on n'y va pas seulement pour apprendre, mais on y va pour apprendre aussi la sociabilité. On n'y va pas que pour les maths ou le français, mais on y va aussi pour voir ses copains, on y va pour raconter des histoires, Ils ont conscience, ramener une les enfants, que quotidienneté. l'école sera plus jamais la même? Non, je crois que c'est extrêmement juste ce que vous dites. Je crois qu'il faut pouvoir aussi leur expliquer ça. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, nous, en tant qu'adultes, en disant, mais demain, j'espère que ce sera encore pareil. Et puis, en fait, on attend en fait, de voir, est-ce qu'en fin mai, ce sera pareil? Est-ce que fin juin, ce sera pareil? Est-ce qu'en septembre, ce sera pareil? Et en fait, ça maintient un niveau de stress ultra élevé. Et peut-être que de passer à un nouveau cap, de dire, ce ne sera pas pareil, mais on peut aussi être heureux. Vous avez vu ces Ouais. images des enfants en Chine qui ont repris l'école? En fait, ils ont des casques avec des hélices pour ne pas se toucher et éviter le contact. Quand on a un enfant, psychologiquement, comment est-ce qu'on ressent ce genre de règles? Bon, je crois qu'on n'est pas encore vraiment là, parce qu'on a choisi d'autres stratégies. Après, il y a des pays, par exemple la Suède ou l'Islande, ont décidé de ne pas confiner et de ne pas nécessairement suivre ces stratégies. Donc, ce matin, je pensais en arrivant, quand je suis arrivé à mon hôpital, j'ai vu les ambulanciers qui étaient là. Et puis, en fait, ils se marraient, ils étaient hyper heureux. Et ils avaient tous leur masque. Et je me dis, mais on peut vivre différemment. On peut aussi vivre et être heureux aussi avec un masque. Et donc, je sais pas, parce que moi, j'ai un enfant qui a 6 ans. Il m'a demandé son masque pour aller à l'école. Si c'est ludique, je veux dire, il y a aussi une manière que l'on a. Et probablement, ce sera différent. Mais ça peut être aussi une perspective positive. Aussi, on peut s'amuser, même avec un masque. On peut rire avec ses copains avec un masque. On se disait tout à l'heure avec Clément, aujourd'hui, un enfant qui a 10 ans, à 5 ans, il a connu Charlie, les attentats, Nice, Ouais. le Covid. Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Je ne sais pas, mais c'est à nous, c'est notre responsabilité. C'est le message que j'ai voulu essayer de faire passer. C'est que c'est notre responsabilité dans nos décisions, dans notre manière d'agir. On doit penser à ce qu'est l'enfant. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a plutôt pensé à ce qu'est la personne âgée. C'est vrai que moi, j'ai été assez surpris quand... c'est vrai qu'il y a eu un élan pour les EHPAD, mais les enfants ne vont plus à la crèche, les enfants ne vont plus en maternelle. Et donc, j'ai plein... Moi, je suis beaucoup de patients, donc, et j'ai plein de petits... les professionnels ils n'avaient pas de masque, alors maintenant, il y en a partout, mais il n'y avait pas de solution hydroalcoolique. Et donc, voilà, on a besoin d'accompagner et vraiment d'avoir cette idée comment on accompagne l'enfant dans la crise qui est la nôtre et comment on lui donne des perspectives.